En 2006, l'héritier d'un empire mondial embarque seul à bord de son bateau au large des côtes bretonnes. Il ne reviendra jamais. Sa mort restera enveloppée de zones d'ombre pendant des années. Mais avant ce mystère, il y a une autre histoire, presque oubliée, celle de deux frères qui, en 1889, héritent d'une usine ruinée, incapable de payer ses ouvriers et qui vont pourtant en faire l'un des plus grands empires industriels du monde. Comment ces deux hommes, l'un ingénieur austère et l'autre artiste raté, ont-ils transformé une fabrique au bord de la faillite en géant mondial du pneumatique? Et pourquoi, plus d'un siècle plus tard, cette même famille reste-t-elle entourée de secrets, d'accidents suspects et de silences bien gardés? Laissez-moi vous raconter l'histoire vertigineuse de la dynastie Michelin. Nous sommes en 1886 à Clermont-Ferrand. André Michelin, ingénieur formé à la centrale, et son jeune frère Édouard, un peintre qui a étudié aux Beaux-Arts et rêvé d'une carrière artistique, reçoivent une nouvelle qui va bouleverser leur vie. L'entreprise familiale fondée par leur grand-père en 1832, fabricante de tuyaux et de courroies de frein pour les charrettes, est au bord du gouffre. Les dettes s'accumulent, les ouvriers ne sont plus payés, la fermeture semble inévitable. Aucun des deux frères n'avait prévu de prendre cette affaire. André se voyait dans l'industrie parisienne et Édouard, lui, se voyait devant un chevalet. Mais le nom de famille est en jeu et en 1889, ils reprennent officiellement les rênes. La société devient Michelin & Co. 52 ouvriers, un site de 12 hectares et une seule certitude, il faut trouver très vite un nouveau produit où l'entreprise ne survivra pas à l'année. Le hasard, ou plutôt la nécessité, va leur offrir l'opportunité de leur vie. Un cycliste anglais entre dans l'atelier de Clermont-Ferrand. Son pneu est crevé. À l'époque, réparer un pneu de vélo est un calvaire car la chambre à air est collée directement sur la jante et il faut arracher le pneu, le recoller, puis attendre toute une nuit pour que la colle sèche avant de pouvoir repartir. Et donc le cycliste patiente des heures dans l'atelier, exaspéré. Édouard observe la scène et une idée germe alors dans l'esprit de cet ancien élève des Beaux-Arts, qui n'a a priori rien d'un ingénieur de caoutchouc. Et si le pneu n'était plus collé, mais plutôt démontable? Une chambre à air qu'on pourrait retirer, réparer et le remonter en quelques minutes sans attendre toute une nuit que ça sèche. L'idée est brillante. Le problème, c'est que personne n'y croit. Alors les deux frères tentent un coup de poker audacieux pour prouver leur invention. Lors d'une course cycliste, ils vont jusqu'à semer eux-mêmes des clous sur le parcours et leurs coureurs équipés de leurs pneus démontables crèvent comme prévu. Mais ils réparent en quelques minutes sur le bord de la route et repartent et remportent ensuite la course. La France entière comprend d'un coup ce que cette invention change. Le pneu démontable Michelin devient en quelques années un standard mondial. D'abord pour les vélos, puis très vite pour cette nouvelle invention qui commence à envahir les routes, l'automobile. Dès 1996, environ 300 taxis parisiens roulent déjà sur des pneus Michelin. L'entreprise qui devait fermer ses portes 7 ans plus tôt devient soudain l'un des acteurs incontournables de la révolution automobile naissante. Fort de ce succès, les deux frères comprennent qu'il ne suffit pas d'avoir le meilleur produit. Il faut aussi créer une image, une marque que les gens n'oublieront jamais. Et en 1898, lors d'une exposition, Édouard aperçoit une pile de pneus empilés les uns sur les autres. Et il se tourne vers son frère et lance une phrase qui va marquer l'histoire de la publicité mondiale. Avec des bras, on dirait un bonhomme. Bibendum est né. Ce personnage fait de pneus empilés deviendra l'un des logos les plus reconnaissables du XXIe siècle, consacré plus tard même comme le logo du siècle par le Financial Times. Mais Bibendum n'est que la partie visible d'une stratégie bien plus vaste, car les frères Michelin comprennent que pour vendre plus de pneus, il faut que les gens roulent plus. Et pour que les gens roulent plus, il faut qu'ils aient une raison de prendre la route. Et c'est là qu'en 1900, ils publient donc gratuitement un petit guide destiné aux automobilistes. Carte routière, adresse de garagistes, de mécaniciens, d'hôtels et de restaurants. L'objectif est limpide. Chaque kilomètre parcouru use un peu les pneus et donc chaque voyage profite à Michelin. Ce petit fascicule offert deviendra des décennies plus tard l'arbitre suprême de la gastronomie mondiale, le guide Michelin, avec ses inspecteurs anonymes dont l'identité reste aujourd'hui encore l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie. Mais l'ambition des Michelin ne s'arrête pas là. Ils installent des bornes kilométriques sur les routes de France, dressent les premières cartes détaillées du pays et en quelques années à peine, une petite manufacture ruinée est devenue une infrastructure invisible de la vie quotidienne française. En réalité, le succès grandissant de Michelin ne va pourtant pas sans tragédie. Car en 1937, Pierre Michelin, fils d'Édouard et dirigeant impliqué dans le sauvetage du constructeur automobile Citroën, meurt dans un accident de voiture qui reste à ce jour entouré de zones d'ombre. Certains y voient un simple accident de la route, tandis que d'autres soupçonnent que les rivalités industrielles féroces de l'époque n'y sont pas totalement étrangères. La vérité, elle n'a jamais
jamais été définitivement établie, puis vient la guerre en 1940. La France s'effondre face à l'invasion nazie et l'usine de Clermont-Ferrand, cœur battant de l'entreprise, devient un objectif stratégique majeur. Sa capacité à produire du caoutchouc et des pneus intéresse directement l'effort de guerre allemand. Sous la pression de l'occupant, Michelin doit continuer à produire tout en essayant dans l'ombre de limiter au maximum ce qui profite réellement à l'ennemi. Cette situation ambiguë transforme l'usine en cible et donc les Alliés bombardent même Clermont-Ferrand à plusieurs reprises pour freiner cette production destinée aux Allemands. Des ouvriers meurent sous les bombes de leurs propres alliés. Édouard Michelin, le cofondateur visionnaire, décède quelques mois seulement avant l'invasion. En août 1940, sans voir l'ampleur du chaos qui s'abat sur l'entreprise qu'il a bâtie de ses mains. Michelin survit à la guerre meurtri, mais debout, et c'est de ses cendres que va naître l'invention la plus secrète et la plus révolutionnaire de toute l'histoire de l'entreprise. Après-guerre, un ingénieur Michelin nommé Marius Mignol travaille depuis des années sur une idée obsédante. Et si l'on changeait complètement la structure interne du pneu? Car jusqu'alors, tous les pneus du monde sont construits selon une architecture dite diagonale, où les nappes de tissu se croisent en biais. Mignol, lui, imagine autre chose, des nappes disposées radialement perpendiculaires à la route, associées à une ceinture rigide sous la bande de roulement. Le résultat, une fois perfectionné, est stupéfiant. Ce pneu radial dure presque 2 fois plus longtemps qu'un pneu classique et consomme moins de carburant. Il offre même une meilleure adhérence. C'est une révolution silencieuse qui pourrait rebattre toutes les cartes de l'industrie mondiale du pneumatique. Mais Michelin fait alors un choix stratégique mais audacieux. Garder cette invention secrète le plus longtemps possible plutôt que de la breveter publiquement trop tôt et alerter la concurrence. L'entreprise travaille dans une discrétion quasi militaire pendant plusieurs années, avant de dévoiler officiellement le pneu radial X en 1946. Le choc est immense et les constructeurs automobiles, notamment Citroën, adoptent rapidement cette invention. Les concurrents américains, eux, mettront des années à rattraper leur retard technologique. Certains historiens de l'industrie estiment que ce retard a directement coûté leur suprématie mondiale à des géants comme Goodyear et Firestone, incapables de suivre le rythme imposé par l'ingéniosité discrète des Auvergnats. Ce que peu de gens savent aujourd'hui, c'est que Michelin n'a pas seulement fabriqué des pneus pour l'automobile. Pendant plus de 40 ans, l'entreprise a littéralement possédé l'un des plus grands constructeurs automobiles français. En 1934, Citroën, lourdement endetté, est au bord de la faillite et doit énormément d'argent à son fournisseur de pneus. Plutôt que de laisser couler l'un de ses plus grands clients, Michelin choisit de prendre directement le contrôle de Citroën et donc pendant plus de 40 ans, ce sont donc les Michelin qui dirigent dans l'ombre l'un des symboles de l'automobile française, imposant leur rigueur industrielle et leur culture du secret à une marque pourtant réputée pour son extravagance créative. Cette période donnera naissance à des modèles mythiques comme la 2 chevaux ou la DS, tous deux chaussés sans surprise des pneus radio Michelin. Ce n'est qu'en 1976 que Michelin revend finalement Citroën, cette fois-ci à Peugeot, un clin d'œil discret de l'histoire industrielle française qui relie à jamais le destin des deux dynasties que nous avons explorées dans cette série. Sous la direction de François Michelin, petit-fils d'Édouard qui dirige l'entreprise pendant plus de 40 ans à partir de 1955, Michelin devient un empire véritablement mondial. L'entreprise s'implante aux États-Unis, en Asie, développe des pneus pour l'aviation, l'agriculture, les mines, jusqu'à des pneus de plus d'1,5 tonne pour les engins de génie civil. Mais cette expansion tous azimuts n'est pas sans risque. En 1990, Michelin réalise l'une des acquisitions les plus audacieuses de son histoire en rachetant l'américain Uniroyal Goodrich. Du jour au lendemain, Michelin devient le numéro 1 mondial du pneumatique, mais l'opération est financée à coup de dette colossale. Et l'entreprise doit ensuite traverser des années de restructuration douloureuses pour diriger cette acquisition XXL, marquée par des fermetures d'usines et des plans sociaux qui écornent durablement l'image paternaliste que la famille avait patiemment construite depuis un siècle en Auvergne. L'entreprise survit à la tempête, mais un nouveau drame bien plus intime attend encore la famille au tournant du nouveau millénaire. En 1999, Édouard Michelin, arrière-petit-fils du conducteur du même nom, prend la tête du groupe. Jeune, brillant, formé à la centrale comme son arrière-grand-père, il incarne la continuité d'une dynastie qui a toujours su transmettre les rênes en interne. Sous sa direction, Michelin poursuit son expansion mondiale, en particulier sur les marchés émergents chinois et indiens. Mais le 26 mai 2006, c'est le drame. Édouard Michelin part seul en mer à bord de son bateau, au large de l'île de Sein, en Bretagne. Il ne reviendra jamais. Son corps est retrouvé
retrouvé peu après, il avait 42 ans. Officiellement, il s'agit d'un accident de navigation en mer agitée. Mais la soudaineté de la disparition d'un homme aussi expérimenté à la tête d'un empire mondial alimente pendant des années rumeurs et spéculations dans la presse économique française. Aucune preuve n'a jamais permis de remettre en cause la thèse de l'accident. Mais le silence quasi total gardé par la famille sur les circonstances exactes de sa mort a nourri plus d'une décennie durant un mystère jamais totalement dissipé. Aujourd'hui, contrairement à Peugeot, la famille Michelin conserve encore une influence considérable sur le groupe à travers une structure de commandite par action qui lui garantit un pouvoir de décision disproportionné par rapport à sa part réelle du capital. Et depuis 2019, c'est un dirigeant venu de l'extérieur de la famille, Florent Menegaux, qui préside aux destinées du groupe, tandis que la famille Michelin continue de veiller en retrait sur l'héritage de ses deux fondateurs. Le groupe pèse aujourd'hui près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, emploie plus de 130 000 personnes à travers le monde et possède des marques comme BF Goodrich, Uniroyal ou Kléber. Le guide rouge continue, plus d'un siècle après sa création, de faire trembler les plus grands chefs du monde entier. Ces inspecteurs anonymes toujours aussi mystérieux qu'à l'origine. De la manufacture ruinée de 1989 à l'empire mondial d'aujourd'hui, l'histoire de Michelin est celle d'une résilience presque inquiétante. Une famille qui a survécu à la faillite, aux guerres, aux accidents mortels, aux acquisitions à haut risque, en gardant à chaque étape une même obsession, le secret. Le secret de son invention radiale, le secret de ses inspecteurs gastronomiques. Et peut-être quelque part au large de l'île de Sein, un dernier secret que la famille n'a jamais voulu totalement partager.